L'annonce du maintien des élections municipales en dépit du confinement partiel laisse planer de nombreux doutes quant au taux de participation qui devrait être calamiteux, mais aussi par rapport à l'attitude qu'adopteront les électeurs. Après avoir remporté le 7e secteur de Marseille en 2014, le candidat du Rassemblement national Stéphane Ravier se lance à la conquête de la mairie centrale. En embuscade, il compte bien reprendre le flambeau après le départ de Jean-Claude Gaudin. Pornhub surfe sur l'illégalité, accusé d'héberger des vidéos de viols impliquant des mineurs. Le site pornographique le plus visité au monde est dans le collimateur. Malgré de nombreux signaux, la plateforme a bien du mal à retirer ce contenu illégal et en tire un juteux profit. Madame, monsieur, bonsoir. Maintenu, pas maintenu, le suspense entourant les élections municipales a pris fin jeudi soir avec l'allocution présidentielle. Un maintien de l'élection qui donne lieu à bon nombre d'interrogations. Olivier Frère-Jacques. Les élections municipales maintenues. Le président de la République aurait longtemps hésité avant de prendre cette décision. Finalement, Emmanuel Macron choisit de garder la date du 15 mars. Première conséquence très probable, l'abstention devrait exploser, ce qui aura le mérite de donner une excuse au possible revers de la République en marche. Une abstention qui paraît inéluctable, les personnes âgées étant invitées à rester chez elles, un électorat qui a jusqu'à présent plutôt profité à la majorité présidentielle, des personnes âgées confinées, mais qui, selon le ministre de la Santé Véran, peuvent se déplacer au nom de la démocratie, une démocratie décidément bien surcotée. Les scrutins locaux pourraient sanctionner un pouvoir exécutif très décrié dans à peu près tous les domaines et dont la gestion de l'actuelle crise sanitaire ne rassure pas vraiment l'opinion. Et pour cause, difficile de comprendre la logique selon laquelle il faudrait fermer les écoles et maintenir ouverts les bureaux de vote. En 2014, pour le premier tour, quelques 29 millions de Français s'étaient rendus aux urnes, de quoi permettre au virus de faire un tour un peu partout dans le pays. Par ailleurs, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits par le Premier ministre vendredi, une disposition qui devra être inévitablement violée dans certaines agglomérations lors du vote. L'issue de ce premier tour demeure incertaine. Certains sont persuadés qu'en pareil temps de crise, un phénomène de primo-sortant bénéficie aux équipes en place, les électeurs ayant besoin de se rassurer et donc d'avoir de la continuité. D'autres estiment que le vote sanction, anti-système ou en tout cas perçu comme tel, devrait profiter de la situation. Une fois ce premier tour passé, les mairies dans lesquelles l'édile ne sera pas encore élu devront se tourner vers un second tour. Et là encore problème, comment se déroulera une campagne municipale en période de confinement ? Les citoyens pourront-ils se déplacer pour aller voter dans une semaine ? Devra-t-on attendre plusieurs semaines pour avoir droit à un second tour ? Là encore, suspense. Un vent de changement plane sur Marseille. Après le départ du maire historique Jean-Claude Gaudin, le Rassemblement national espère réaliser un gros coup dans la cité phocéenne. Nous sommes allés à la rencontre du candidat Stéphane Ravier, victorieux des mairies du 13e et 14e arrondissement en 2014. Marseille est la deuxième commune de France en nombre d'habitants. La ville figure parmi les plus anciennes villes de France. Fondée sous le nom Massalia, vers 600 avant Jésus-Christ, par des marins et des marchands grecs originaires de Phocée. Marseille est depuis l'Antiquité un important port de commerce et de passage. Sur le terrain, nous avons rencontré Stéphane Ravier, candidat au municipal à Marseille. Il nous dit ce qu'il pense du maire actuel Jean-Claude Gaudin. Nous sommes dans l'après-Gaudin et que derrière lui, c'est un champ de ruines, un champ d'héritiers. Que ce soit Vassal, Gilles et même les autres, ils se partagent l'héritage Gaudin, le bilan Gaudin, il est calamiteux. 26% des Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 12% de chômeurs, une insécurité qui vire à la barbarie, les logements, 40 000 logements en état d'insalubrité, les écoles qui s'écroulent. Bon voilà, c'est ça le 25 ans de l'équipe Gaudin. Les Marseillais ont pris la parole pour TV Liberté. La sécurité, c'est la première des priorités qu'il faut faire. Il faut sécuriser la ville. On a une très très belle ville. Après, il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas la peine que je revienne là-dessus. C'est un débat, on va dire, éternel. Seul problème, je dirais peut-être des fois certains quartiers qui craignaient un peu, vous voyez, comme Belzins, les quartiers nord, tout ça. Oui, mais alors l'insécurité, moi j'ai l'impression que c'est plus un mythe qu'autre chose. Ça fait des années que je suis marseillaise, j'ai jamais eu aucun souci et je suis rentrée plein de fois à pied, la nuit, etc. J'ai jamais été embêtée. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté économique. On ne vient pas s'installer dans une ville où ça rafale à la Kalachnikov en plein jour, où on deal devant les écoles. Et puis toutes les sécurités, les sécurités aussi des écoles, parce que les écoles s'écroulent. L'insécurité fiscale, puisque nous sommes écrasés d'impôts ici. Mais la première des priorités, vraiment, c'est la sécurité physique. Voilà, et je mettrai le paquet
de la ville pour que les Marseillais puissent retrouver cette première des libertés. On n'aime plus Marseille, on l'aimait. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est dégueulasse. Enfin, c'est pas propre déjà pour commencer, et puis bon ben... C'est de pire en pire, oui, tout à fait, c'est de pire en pire. Que 1 404 € d'ordures ménagères pour 2019, c'est quand même un sacré salaire. Hein. Ouais, c'est un peu sale. Ah ouais, il y a un gros problème de propreté, ouais. C'est compliqué dès qu'il y a des grèves, ça s'empile, c'est encore moins salubre que ce que ça l'est pas déjà. Les gens qui jettent les poubelles par terre, les déchets, etc. C'est la propreté des rues et c'est tout ce qui donne une mauvaise image de Marseille alors que c'est une ville géniale. C'est quand même la deuxième ville de France et franchement, elle n'est pas au niveau, quoi. Ils s'intéressent aux touristes en fait, tout simplement, mais pas aux vrais Marseillais. Il faudrait restaurer un petit peu la confiance des Marseillais qui je pense qui ont perdu complètement confiance dans tout ce qui est le pouvoir, la mairie et tout ce qui s'organise tout autour. Juste avant les élections, dans le centre, ils envoient donc les arroseuses, les gens qui ramassent les papiers avec leurs petites pinces, là, et ça uniquement quand il y a des élections. Une fois que les élections sont passées, monsieur, la semaine qui suit, il n'y a plus rien. Et les semaines d'après, alors n'en parlons pas, c'est la gabegie. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés ont évoqué aussi des problèmes de transport et d'écologie. Travailler sur les transports en commun pour limiter la pollution, ça serait, sachant que c'est la ville la plus embouteillée de France, ça serait très très positif. La pollution déjà, quand on sort, franchement, rien que l'air, ça se voit déjà. Plus de rues piétonnes. Avec un peu plus de verdure. Plus de pistes cyclables. Plus de transports adaptés à cette ville, car les transports s'arrêtent tôt dans la soirée. Il y a des quartiers qui sont mal desservis au niveau des transports en commun. Certains Marseillais affirment haut et fort pour TV Liberté un vote contestataire. Moi, je vous le dis franchement, je vote l'extrême droite, c'est tout. J'ai rien à cacher, hein. Qui tente rien n'a rien. Hein. C'est le seul qu'on n'ait pas eu. On a eu Gaston Defferre, il faisait voter des morts pour avoir les places. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde le sait à Marseille, hein. Tous les vieux ils le savent. Lui, il est resté, je ne sais pas combien d'années, mais bon, oui, il fait beaucoup de travaux. On est la ville la plus endettée de France. Mais question propreté, non, rien du tout. Rien. Nous avons demandé au candidat Stéphane Ravier s'il croit en sa victoire à Marseille. Le Rassemblement national qui a dirigé les 13e et 14e arrondissements pendant 6 ans et qui, lui, a un bilan on ne peut plus positif. Et puis votre serviteur, qui a été sénateur, qui s'est exprimé au Sénat, qui a fait connaître ses positions au Sénat et puis à Marseille. Donc tout ça nous permet d'être persuadés que cette fois, ça sera la bonne. Stéphane Ravier nous a annoncé sa première mesure en cas de victoire. On va organiser un concert d'ACDC sur le Vieux-Port. La ville de Marseille a su développer le tourisme ces dernières années, mais au détriment de la sécurité et de la propreté. Les résultats des élections nous donneront une idée des sujets que les Marseillais veulent voir réglés en priorité. Et dans un sondage IFOP fiducial publié mardi, Stéphane Ravier est crédité de 22% des intentions de vote pour le premier tour. Le sénateur n'est qu'à 2 petits points derrière la candidate Les Républicains, Martine Vassal. Parmi les autres listes en lice, on retrouve l'Union des gauches de Michel Rubirola, la liste d'hiver droite de Bruno Gilles, le candidat macroniste Yvon Berland et la liste Europe Écologie Les Verts de Sébastien Barle. Un tout autre sujet maintenant, Pornhub en mauvaise posture. Le célèbre site de vidéos pornographiques est accusé d'héberger des vidéos mettant en scène des hommes et des femmes sans leur consentement. Un marché illégal dont la plateforme tirerait un énorme profit. Pornhub fait son beurre en toute illégalité. Depuis plusieurs mois, la plateforme de diffusion de vidéos pornographiques est dans le viseur. En cause, des pratiques pour le moins douteuses. En effet, dans une tribune publiée le 9 mars par le journal The Guardian, une Britannique dénonce les manquements de Pornhub qui laisse proliférer des vidéos sans le consentement des personnes y apparaissant. Ainsi, il n'est pas rare de retrouver des vidéos intimes volées ou des contenus sexuellement explicites partagés en ligne sans le consentement de la ou des personnes, dans le but d'en faire une forme de vengeance appelée revenge porn, une situation qui aurait pu arriver à l'ancien porte-parole du gouvernement et candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, avec ses vidéos intimes. En plus de ces contenus pour le moins douteux et parfaitement illégaux, d'autres vidéos suscitent l'émoi puisque l'on peut également retrouver des scènes de viol, le tout impliquant dans certains cas des mineurs parfois portés disparus. À titre d'exemple, le mois dernier, la BBC a révélé l'histoire d'une jeune fille violée à 14 ans il y a une décennie et qui a découvert que les
les images de l'agression circulaient sur Pornhub. L'an dernier, les parents d'une adolescente disparue en Floride ont retrouvé sa trace dans des vidéos pédopornographiques publiées sur le site. Des contenus visionnés parfois plusieurs centaines de milliers de fois, alors qu'ils sont tournés dans des pays où ces crimes sont fermement condamnés par la loi. Si Pornhub stipule dans ses conditions générales d'utilisation que les séquences illégales ou dépeignant des actes illégaux sont formellement interdites sur la plateforme, il semblerait néanmoins que la réalité soit tout autre. En effet, malgré les différents signalements, de nombreuses vidéos de ce type seraient toujours disponibles sur la plateforme. Pire, des individus qui mettent en ligne ces vidéos modifieraient le visage des protagonistes en les remplaçant par le visage de célébrités pour rendre impossibles les identifications et ainsi passer entre les mailles du filet. Et si Pornhub tarde à retirer ses vidéos illégales de sa base de données, cela pourrait s'expliquer par le profit que la plateforme en tirerait. En 2019, le site internet a enregistré une fréquentation record avec 42 milliards de visites dans le monde, soit 115 millions par jour. Chaque minute sur Pornhub, il y a eu plus de 80 000 visites et près de 78 000 recherches formulées, ce qui en fait le site pornographique le plus visité au monde et le 8e site générant le plus de trafic devant Instagram, Netflix ou encore Amazon. Et on retrouve à présent Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Pas de trêve du coronavirus dans les tensions irano-américaines. Après la mort de 2 soldats américains et un Britannique en Irak mercredi, les troupes d'occupation états-uniennes ont frappé des bases réputées comme étant celles de milices chiites installées sur le territoire frontalier syrien. Des frappes qui auraient fait près de 25 morts, une riposte faite au mépris total des règles du droit international. Alors que Donald Trump avait ici et là donné des signes de velléité isolationniste, Washington a finalement annoncé sa volonté de renforcer sa présence en Irak, un pays en proie au chaos depuis l'invasion américaine de 2003. L'Irak devient aujourd'hui inexorablement un champ de bataille où Téhéran et le Pentagone se disputent leur influence régionale. Libération de Chelsea Manning aux États-Unis. Un juge a ordonné jeudi sa sortie de détention au lendemain d'une tentative de suicide de ce transsexuel qui fut un informateur de Wikileaks. Emprisonné en raison de son refus de témoigner devant un grand jury, Chelsea Manning, 32 ans, est toujours astreinte à $256 000 d'amende. En 2010, Manning, qui se prénommait alors Bradley et était militaire, avait fait fuiter quelques 700 000 documents confidentiels en rapport avec l'invasion de l'Irak et la guerre d'Afghanistan. La mission ExoMars aura 2 ans de retard, prévue initialement pour 2020 par l'Agence spatiale européenne. Cette mission visant à mieux comprendre la planète rouge et trouver des traces de vie anciennes en forant la surface est reportée pour problème de parachute. Et pour cause, les parachutes de cette mission sont d'une confection et d'une taille sans précédent. Et si le report se fait sur 2 ans, ce qui peut paraître énorme, cela s'explique par le fait que les fenêtres pour aller sur Mars ne s'ouvrent que tous les 26 mois à un moment précis, où pendant quelques semaines, les orbites de la Terre et de la planète rouge sont les plus proches. Vers l'infini et au-delà! Et c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, le coronavirus. Et comme chaque jour maintenant, vous pouvez retrouver notre point quotidien sur l'évolution du Covid-19 sur YouTube. Et ce soir, retrouvez Bistro Liberté, Martial Bild reçoit Laurent de Saint-Afrique, le conseiller de Jean-Marie Le Pen. Mais une minorité de 3% qui fait la différence, quand vous faites 53 ou 52 et que l'autre fait 48 ou 47, vous gagnez. Bon. Et avec le mode de scrutin, qui n'est pas proportionnel en l'occurrence, ou qu'il devient en partie, mais qui consiste à arriver le premier, c'est celui qui fait la différence qui l'emporte. Et donc je crois qu'on peut trouver aussi bien à droite qu'à gauche aujourd'hui des gens qui font cela, c'est-à-dire qui achètent les votes. Bon. Et qui les achètent en direction de l'islam. Et demain midi, retrouvez le samedi politique. Élise Blaise reçoit Philippe Murer pour faire le point sur la pandémie de coronavirus. Ils évoquent notamment les mesurettes d'Emmanuel Macron, prisonnier de son obsession mondialiste. Dès qu'on dit le mot « protégeons, contrôlons nos frontières ou bloquons des voyages », on a à ce moment-là les curés qui viennent avec la sacristie en disant « mais vous êtes le diable, etc. Vous voulez protéger votre pays par vos frontières, vous êtes le diable ». Le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ce personnage-là aura du sang sur les mains.
Enfin dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à l'hommage à Sainte Jeanne d'Arc fin mars à Melun en Seine-et-Marne. Et dans un instant, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi. Bonsoir. Paris brûle-t-il? C'est la question que l'on s'est posée il y a un certain nombre de jours devant les échauffourées qui ont éclaté autour de la gare de Lyon. En cause, un concert de l'autoproclamée star congolaise répondant au doux nom de Fally Ipupa. Que l'on touche à sa liberté et Fally se met en colère, comme dit la chanson. Et il a fallu que ça brûle. Le scooter ou la poubelle, ça brûle sec et ça dégage une fumée épouvantable. Cela n'a pu qu'inquiéter le tout Paris, qui a dû se demander comment les vociférations sur fond de bruitage sinistre de ce bruiteur de 12e zone pouvaient justifier de tels embrasements. En fait, le dit bruiteur est aussi un militant politique à ses heures perdues. Il est jugé trop proche du régime actuel du président congolais Tshisekedi. Pas bien ça, mec? Des opposants au dit président ont cru bon de témoigner leur vindicte au bruiteur. Logique. Tout cela est bel et bon, mais franchement, qu'est-ce que ça vient faire à 2 pas de la gare de Lyon et à 3 pas de la gare d'Austerlitz? En quoi les règlements de compte sordides et fumants entre tous ces braves gens, plus ou moins braves d'ailleurs, nous concernent-ils? Qu'est-ce que j'en sais, moi, des torts réels ou supposés du sieur Seked, non, Tchedi, non. Ah, il ne peut pas s'appeler Lochner comme tout le monde. Bon, eh bien, cette émeute, c'est le prix à payer pour l'utopie multiculturelle que l'on essaye de nous vendre depuis quelque temps déjà. Il ne faut pas s'en étonner. Chaque année, nous importons sur le sol de France, avec beaucoup de constance et par centaines de milliers, des réfugiés, des immigrés, des migrants, des arrivants, des nouveaux venus, des chances pour la France, rayez la mention inutile, qui apportent évidemment dans leur bagage leur querelle de cases ou de minarets, mais hélas très peu leur querelle de clochers. Résultat, 37 interpellations, 53 verbalisations. Et après, on s'étonne que la justice de notre pays soit encombrée. Si on se met à utiliser nos services publics pour régler les castagnes politiques des États africains, on n'a pas fini de rigoler. Mais ce n'est pas tout. Si vous aimez les incendies congolais, vous appréciez sans doute aussi les coups de couteau entre Tchadiens et Soudanais, le même jour, au même moment, en Normandie. Du vrai en même temps cette fois-ci. Voilà une conséquence supplémentaire de l'immigration incontrôlée qui nous assaille et nous étouffe. Nous devons supporter d'héberger sur notre terre des conflits importés avec lesquels nous n'avons rien à voir, mais qui structurent le quotidien des gares que nous accueillons et que nous n'avons pas le moins du monde cherché à intégrer. Résultat, ce qui compte pour eux, ce sont leurs guerres de clans et certainement pas de mourir un beau jour pour la France. D'ailleurs, plutôt que de mourir un beau jour pour la France, peut-être essaieront-ils un jour de faire mourir la France. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.